participé à un séminaire qui s'est tenu à Toulouse le 7 juillet, pour duquel on a présenté les priorités thématiques et les grandes nouveautés de ce programme-là. Un événement va avoir lieu très prochainement dans la perspective du premier appel qui va être lancé au tout début 2023. On y reviendra en fin de séquence. On souhaitait, partenaire français de ce programme que je vous présenterai ultérieurement, pouvoir profiter de ce temps qui nous reste jusqu'à la divulgation du texte de l'appel à projet pour avoir quelques temps d'échange en comité plus restreint, c'est-à-dire en direction tout particulièrement des bénéficiaires français, en complément des actions d'animation qui sont menées au niveau du programme, et avoir des temps tout particulièrement sur des thématiques qui ne sont pas forcément nouvelles sur ce programme, pour certaines oui, mais en tout cas sur les thématiques sur lesquelles on va avoir collectivement nécessité, pour ceux qui ont participé déjà ou qui connaissent le programme, de revisiter un peu la philosophie dans laquelle on va travailler, ou d'aborder, ça sera le cas d'un prochain webinaire qu'on organisera en fin de semaine puis dans les semaines à venir, des thématiques en fait qui jusqu'à présent étaient peu investiguées par le programme. Donc ce webinaire, je le disais, est un webinaire national qui a vocation en fait à faciliter les échanges sur un autre mode que celui habituel, un autre mode opératoire, et ce mode opératoire qu'on souhaite mettre en place sur ces séquences de 2 heures, c'est vraiment de privilégier les échanges entre pairs. C'est la raison pour laquelle on a convié à ce webinaire des experts thématiques dont vous faites partie, vous participants bien entendu. Et donc je remercie Monsieur Caillé et Monsieur Woodworth pour leur participation. On sera rejoint tout à l'heure par d'autres personnes, et puis par des présentations de projets, soit qui ont été mis en œuvre dans le cadre du Sud-Ouest, soit dans le cadre d'autres programmes transnationaux. Et bien sûr, je remercie les intervenants qui présenteront ces projets, qui sont bien entendu eux aussi des experts dans ce domaine-là, et notamment Sébastien Chauvin qui tout à l'heure nous présentera le projet CERES qui est en cours et financé dans le cadre du projet Sud-Ouest, et Madame Le Houck qui nous rejoindra et qui représente l'ONF Nouvelle-Aquitaine, qui présentera un projet Form and Risk. Je souhaite aussi remercier les collègues du partenariat français et de l'autorité nationale, Emmanuela Fendulis pour la région Occitanie, qui co-anime avec nous, préfecture de région, en tant qu'autorité nationale, ce programme pour la partie française. Notre collègue Emmanuel Pallier pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis ceux qui ne peuvent être présents aujourd'hui, en particulier nos collègues du SGAR Nouvelle-Aquitaine, Madame Garot, nos collègues des commissariats de massif, Bertrand Casal, Thomas Bunel, qui n'ont pas pu se rendre disponibles, et notre collègue de la région Auvergne-Rhône-Alpes également, qui était pris sur cette date-là. Rapidement, peut-être on va passer le PowerPoint pour vous présenter le déroulé de cette petite séquence. Je ne sais pas, Emmanuela, si tu peux le mettre en ligne. Merci. Donc, si tu peux passer sur le slide du déroulé. Je le disais, l'objectif, c'est vraiment de faciliter les échanges et de ne pas être dans une approche très descendante, expliquer ce qu'est le programme et ce qu'on attend de vous sur ce programme-là, même si on le fera au fil de l'eau durant ce webinaire, mais vraiment d'aborder la thématique choisie aujourd'hui sur le changement climatique sous différents angles, l'angle des politiques publiques portées par des acteurs à différentes échelles, et c'est le sens des interventions de M. Caillé et de M. Woodworth qui interviendront. L'angle des projets, je l'ai dit, avec les présentations, et puis faciliter surtout les temps d'échange. Donc, au niveau de l'autorité nationale et des partenaires français institutionnels, on posera juste rapidement le cadre et on vous incite en fait à prendre la parole en levant la main ou en posant des questions dans le chat pour réagir en fait sur les présentations. Enfin, en fin de séquence,
on prévoira une petite présentation et un temps d'échange aussi sur les aspects plus pratico-pratiques du projet, etc. Et à ce titre, on tient à remercier tout particulièrement le secrétariat conjoint qui a accepté de s'associer à cette démarche nationale et qui nous rejoindra, qui sera présent tout au long de la séance et qui nous rejoindra en particulier sur ce dernier temps d'échange pour vous faire part, répondre à vos questions et puis vous faire part un petit peu des évolutions du programme et des attendus en termes. Je te réponds tout à l'heure. Tu as fait un mail? Je vous remercie de fermer vos micros, s'il vous plaît. Il y a encore des micros ouverts. Bah, sinon, on fait en visio. Mais oui, bah, sinon, on fait en visio. Qu'est-ce que je te dise? Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. On le faire à distance. Moi, je ne sais pas trop ce qu'ils cherchent. Moi, je n'ai pas la main pour le fermer. Ça y est. Bien. Oui, c'est bon, je viens de le fermer, oui. Merci. Donc, rapidement, on ne va pas rebalayer tout le programme puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de traiter une thématique en particulier, même si cette thématique est très composite et on l'abordera sous différents angles. Emmanuela, si tu peux passer sur le slide suivant. S'il te plaît. Donc ça, c'est la logique d'intervention du programme qui est globale. Nous, aujourd'hui, on va se préoccuper uniquement de la priorité 1 et les autres thématiques seront abordées dans le cadre soit d'autres webinaires nationaux, comme je disais, la santé notamment ce vendredi et d'autres à venir, soit dans le cadre des séminaires organisés collectivement avec les autres partenaires institutionnels du programme, secrétariat conjoint, autorité de gestion et autres autorités nationales. On a choisi de se focaliser en fait aujourd'hui sur l'adaptation au changement climatique. Alors pas simplement pour des raisons d'actualité, parce qu'en fait cette actualité tout le monde la connaît et il n'y a pas de nouveauté particulière, mais en particulier en fait parce que sur le précédent programme, on traitait tout particulièrement la question des risques, alors liés ou pas au changement climatique, mais on n'avait pas abordé à proprement parler, si ce n'est de manière on va dire plus diffuse ou transversale, la question du changement climatique. Or sur ce programme-là, désormais, on va l'adopter, on va l'aborder de manière plus frontale. Et donc, on abordera ce sujet en particulier. Et bien entendu, en corollaire, on présentera les deux sous-priorités du programme qui ne sont pas, à proprement parler, consacrées au changement climatique, mais qui sont liées, notamment pour les questions liées à la gestion de l'eau et sur les questions de biodiversité qui, bien entendu, sont fortement impactées par les questions du changement climatique. Avant de passer la parole à Emmanuela Afendulis, l'animation sera faite donc par Emmanuela et par Sébastien Ruffel à mes côtés au nom de la préfecture de région. Et puis, Emmanuela, je te laisse la parole. Bien entendu, vous êtes appelés à intervenir, y compris nos collègues des régions partenaires. Emmanuela, à toi. Oui, merci beaucoup, Fabien. Donc, voilà, on vous propose effectivement, comme a dit Fabien, une animation tout au long un petit peu. Donc, on a prévu trois sessions de questions-réponses. Donc, si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour qu'on puisse les prendre en compte et puis pouvoir les placer au fur et à mesure au niveau des intervenants et au niveau de ces sessions-là. Donc, pour continuer sur la logique d'intervention, comme l'a indiqué en fait Fabien, donc l'objectif de ce séminaire aujourd'hui, c'est vraiment de bien faire comprendre les enjeux en fait de ce programme sur cette question-là, qui est très très vaste et très importante pour le Sud-Ouest. Et donc l'objectif, c'est vraiment de bien dresser les enjeux et surtout de bien comprendre aussi quels peuvent être les projets, comment ils peuvent s'inscrire en fait dans ces enjeux-là, qui sont certes importants en fait pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais qui sont tout particulièrement plus importants pour l'espace Sud-Ouest. En fait, donc dans la réalisation de ce programme, on a réalisé donc une analyse territoriale
Et effectivement, ce qui est ressorti, c'est que l'espace sud-ouest est l'une des zones européennes les plus touchées par les effets du changement climatique, et notamment l'augmentation des températures, la désertification, les modifications des précipitations, la gestion de l'eau et l'adaptation des espèces. Donc, on a très bien vu cet été, notamment sur la question de l'eau, c'était particulièrement flagrant. La capacité, en fait, double. Il y a quelqu'un qui a un micro. Tout le monde a bien fermé son micro? Voilà, donc la capacité réduite des zones rurales à exploiter les économies d'échelle et à rentabiliser les infrastructures de réseau, notamment les transports, l'énergie ou les télécommunications, les faibles niveaux de récupération et de réutilisation des déchets, les systèmes notamment d'économie circulaire faible, les pourcentages élevés de conservation déficitaire ou inconnus dans l'indicateur de conservation des espèces, ou bien les connexions actuelles sur le territoire qui reposent principalement sur des infrastructures routières dont l'impact environnemental élevé ne correspond pas à l'engagement de la décarbonisation. Ou bien, comme on l'a vu encore tout à l'heure, l'augmentation des risques climatiques naturels nécessitant l'innovation, l'adaptation et la résilience, notamment en lien avec les inondations, les glissements de terrain, la déforestation, la désertification et les incendies. Donc, ce qu'on voit dans ce qu'on a établi, hein, c'est que les défis du Sud-Ouest sont importants en termes de changement climatique. Et ce qu'on souhaite voir également, pourquoi on a choisi en fait ces trois priorités. Donc, dans la priorité, préserver le capital naturel et renforcer l'adaptation au changement climatique. C'est que d'un côté, nous devons absolument en fait favoriser l'adaptation au changement climatique, mais également travailler sur la question de la préservation des risques et la catastrophe, les risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte à la fois des approches fondées sur les écosystèmes. Donc, il y a trois priorités qui ont été, enfin, trois objectifs spécifiques qui ont été retenus dans le cadre de ce prochain programme. Donc, pour un total en tout de 44 millions d'euros. Donc, on verra plus tard qu'il y aura plusieurs appels à projets, donc ça ne sera pas les 44 millions d'euros dès le premier appel à projet. Toutefois, en fait, on voulait vous présenter un petit peu pourquoi est-ce que ces thématiques ont été choisies. Et effectivement, d'un point de vue, on va dire, plus pratique, on a choisi deux thématiques un peu on va dire celle de la question de la biodiversité, du changement climatique, de la biodiversité, mais également l'impact d'un point de vue agricole et d'un point de vue, on va dire, de la gestion des ressources environnementales. Donc le premier en fait, le premier objectif, donc le premier objectif spécifique, c'est celui, donc le 2.4, qui est favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophes et la résilience en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes, donc pour lequel il y aura 16,7 millions d'euros qui seront prévus. Et donc l'objectif, l'idée c'est les objectifs c'est vraiment de promouvoir l'adaptation des milieux et des activités au changement climatique et l'atténuation de ses effets. Et deuxièmement, d'améliorer la prévision, la prévention et la gestion des risques naturels. Donc on voit déjà qu'effectivement il y a deux typologies en fait de types d'actions qui peuvent éventuellement émaner sur cet objectif-là. Et donc, bon, je ne vais pas forcément tout lire parce que l'objectif, ce n'est pas forcément de vous lire les diaporamas et je pense que vous les aurez à disposition également à la fin de la séance. Mais c'est vraiment, dans les résultats attendus, c'est approfondir la connaissance des risques naturels et des effets du changement climatique dans la zone du Sud-Ouest par le renforcement des réseaux de coopération et d'analyse dans ce domaine. Et on verra tout à l'heure par éventuellement des présentations de projets, pourquoi c'est important de travailler justement en réseau et à une échelle transnationale et pas forcément qu'une échelle locale. Donc, démontrer l'efficacité et l'efficience des actions visant à atténuer ou neutraliser l'impact des risques naturels sur la zone sud-ouest. On a vu cet été, par exemple, certains risques qui, notamment par exemple l'incendie, qui à ce jour était quand même
bon, les risques ont toujours été importants, mais je pense qu'avec effectivement l'augmentation du changement climatique, sont de plus en plus importants et vont considérablement augmenter les prochaines années. Donc, c'est important de vraiment travailler à une échelle transnationale sur ces questions-là. Également contribuer à l'augmentation de la résilience et l'adaptation au changement climatique, les agences socio-économiques publiques et privées ou privées, et contribuer à la mise en œuvre des modèles exemplaires d'adaptation aux effets du changement climatique et aux risques naturels dans les environnements locaux et transférables à d'autres territoires sud-ouest ou au reste de l'Union européenne. Donc, ce qu'on a souhaité aussi dans le cadre de ce webinaire, c'est vraiment, et de ce programme, c'est vraiment bien délimiter l'articulation entre le programme du Sud-Ouest et les autres programmes qui existent, puisqu'on a le programme, par exemple, Euromed, donc sur la Méditerranée, et le programme Atlantique, qui, eux, vont traiter des questions plus maritimes, côtières, risques de submersion, etc. Donc, nous, on souhaite vraiment voilà, vous informer en fait, les acteurs du Sud-Ouest de l'importance de vraiment travailler sur cette notion de territoire et de ruralité peut-être un peu plus que effectivement laisser les questions liées on va dire à la gestion côtière sur ces programmes-là. Je ne sais pas si c'est très clair, en tout cas on pourra répondre à vos questions en suivant. Donc dans le cadre de cette priorité qui est liée on va dire au changement climatique, il y a une autre priorité sur laquelle on ne va pas forcément développer aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de projets en matière de gestion de l'eau, mais ce sont des projets qui existent déjà. En tout cas, c'était quand même important que vous en ayez quand même toutefois connaissance. C'est une priorité, en fait, un objectif spécifique, l'objectif 2.5, qui est en lien avec favoriser l'accès à l'eau et une gestion durable de l'eau. Donc, c'est une priorité qui existe déjà, pour lesquelles vous pourrez aussi, qui existe déjà dans l'ancien Sud-Ouest. Vous pourrez, sur le site internet du programme Sud-Ouest, aller retrouver les projets qui étaient déjà en fait dans le cadre de cette priorité en lien avec cette thématique et voir éventuellement des propositions de projets. On ne va pas forcément s'apesanter aujourd'hui sur cette question-là, mais sachez que c'est quand même une question qui est importante. Puis on l'a vu également cet été, hein, c'est la question de la gestion de l'eau et de la désertification des zones et la question du besoin d'avoir une gestion intégrée de cette problématique est tout aussi importante. Et enfin, donc un objectif spécifique qui va être plus développé donc, sur ce programme, qui existait déjà en partie sur l'ancien programme Sud-Ouest, mais qui à ce jour va avoir vraiment un objectif spécifique dédié, c'est celui sur la biodiversité. Et donc, du coup, on va travailler sur ce nouveau programme, donc cet objectif qui est sur améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution. Donc, comme on a pu vous l'indiquer déjà, en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler sur comment est-ce qu'on promeut en fait la protection et la conservation, la régénération des espèces et des ressources naturelles, en particulier les plus vulnérables et dégradées. Et en ce sens, on aura tout à l'heure une présentation de l'Agence régionale de la biodiversité qui travaille un petit peu déjà dans ces domaines, mais pour lesquels effectivement seront attendus des projets. Ensuite, atténuer les impacts environnementaux pour améliorer la qualité de vie. Valoriser les ressources agroforestières dans la zone sud-ouest et les ressources naturelles. Et en ce sens, on aura également des présentations des projets tout à l'heure. Et accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources, y compris des ressources énergétiques. Donc, on verra effectivement comment c'est possible et peut-être de combiner ces préoccupations qui sont peut-être un peu différentes. Donc, contribuer au renforcement du niveau de protection et de conservation des écosystèmes sans exclusivité territoriale, effectivement, puisque comme on l'indiquait tout à l'heure, il peut y avoir des complémentarités en termes de programme, mais là, en fait, le but, c'est vraiment de travailler d'une manière générale sur cet espace-là, hein, de France, Espagne, Portugal,
et privilégier les milieux non maritimes plutôt, effectivement, et la mise en valeur du patrimoine naturel au bénéfice de la population locale, notamment dans les territoires intérieurs et ou ruraux. Promouvoir la valorisation des ressources agroforestières de la zone sud-ouest en tant que contribution au développement durable. Approfondir les connaissances sur les impacts environnementaux sur le territoire et les mesures possibles pour atténuer leurs efforts. Contribuer à la neutralité climatique du territoire du sud-ouest en améliorant les conditions des écosystèmes et des milieux naturels. Et enfin, notamment les espèces protégées. Et enfin, donc, renforcer la recherche et le développement de nouvelles technologies d'atténuation du changement climatique en mettant l'accent sur la production d'énergie à partir de sources renouvelables, solaires, éoliennes, biomasse, tout en prenant en compte effectivement la question de la préservation de la biodiversité également. Alors, du coup, comme tout à l'heure, on l'indiquait, donc les projets portant exclusivement sur la gestion de l'environnement maritime ne sont pas éligibles afin de bien articuler en fait le programme Sud-Ouest avec les deux autres programmes transnationaux qui sont Atlantique et Euromed. Voilà on va dire les trois priorités, enfin les trois objectifs spécifiques qui sont donc dans le programme Sud-Ouest, donc on vous propose ce matin d'explorer avec du coup la proposition déjà d'une mise en contexte par Vincent Caillès qui va nous présenter comment est-ce qu'on peut utiliser des projections climatiques adaptées au territoire. Et une deuxième intervention d'expert qui sera celle de Simon Woodworth, qui est directeur de l'ARB, donc l'Agence régionale de la biodiversité, qui présentera les enjeux liés à l'impact sur le changement climatique en matière de biodiversité. Suite à ça, en fait, on aura un petit temps de questions-réponses. Donc, si vous avez d'ores et déjà des questions, ben, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et ensuite, donc, comme l'a indiqué Fabien, on aura plus une présentation de projet avec une remise en contexte également de Vincent Caillès sur comment est-ce qu'on peut spatialiser les conséquences agronomiques du changement climatique. Donc, Vincent, je vous laisse la parole d'ores et déjà pour présenter donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les projections climatiques. Et donc, je vais vous passer le PowerPoint que j'ai déjà préchargé, comme ça sera plus simple en termes de gestion. Voilà. Oui, donc je vous remercie. Alors, je vais laisser la caméra éteinte parce que je suis un peu en limite de bande passante. Ma présentation, c'est plutôt dans l'objectif spécifique 2.4, c'est-à-dire favoriser l'adaptation au changement climatique, et en particulier via l'obtention de projections climatiques compatibles en trajectoire avec ce qui s'est réellement engagé sur le terrain. Diapo suivante. Donc très brièvement, le projet AP3C pour adaptation des pratiques culturelles au changement climatique qui est piloté par le CIDAM, qui est le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif central. On a un certain nombre d'approches que je vous laisse voir. Là, je vais vous parler exclusivement de l'approche climatique, c'est-à-dire en gros, quelles sont les évolutions à venir du climat sur le Massif central à l'horizon 2050. Donc, diapo suivante. Pour être tout à fait lapidaire, pardon, qu'est-ce qui distingue donc les projections habituellement mises à disposition de tout à chacun de ce que nous on fait dans AP3C? C'est que les projections donc, habituelles, donc c'est encore actuellement issu de modèles physiques de recherche qui cherchent à spécifier le mieux possible donc les processus en cause, en cours dans le changement climatique, mais qui ne sont pas à la base prévus pour être des outils de description, alors que c'est nous ce qu'on fait. Comme nos outils sont plus simples, on peut se permettre de faire beaucoup de projections, donc d'aller voir des phénomènes qui sont plus rares. Je ne parlerai pas ici donc, de la spatialisation qu'on peut obtenir, donc, qui est également plus fine, mais je vous montrerai quelques cartes. Et surtout, le point le plus important pour nous, c'est ce qui nous a décidé à fabriquer nos propres projections climatiques, c'est le fait qu'elles doivent être compatibles avec les trajectoires engagées réellement sur le terrain. Et à notre connaissance, ça n'est le cas nulle part ailleurs en Europe. Donc, diapo suivante, j'ai listé un certain nombre de limites des projections habituelles. Alors, comme le temps est assez contraint, on va simplement regarder la dernière,
qui est issu donc de positions qui ont été prises et puis d'expériences qui sont faites par les paléoclimatologues, c'est-à-dire les confrères qui s'occupent des climats du passé et qui nous disent, qui nous montrent que ces projections climatiques ne sont pas adaptées, ne fonctionnent pas correctement à proximité des ruptures climatiques parce que certes, c'est toujours les mêmes phénomènes qui sont en cause, mais ce n'est pas les mêmes termes de l'équation qui sont importants. Donc, diapo suivante. Il se trouve que le dernier rapport du GIEC, celui qui est sorti, qui a commencé à sortir à partir du mois d'août donc de l'année dernière, désormais nous montre clairement la rupture climatique qu'il y a eu approximativement au cours des années 70. Donc c'est déjà assez clair donc, sur les 170 dernières années sur votre droite, mais sur votre gauche, là où vous comparez par rapport aux 2000 dernières années, il y a même des indications sur 100 000 ans, on voit qu'effectivement, vers 1975, donc, il y a eu une rupture climatique qui est inédite sur un certain nombre de siècles, de millénaires, etc. Donc, il ne faut pas s'attendre a priori à ce que ce genre de modèle fonctionne très correctement. Il y a une autre manière de voir les choses, diapo suivante. Il n'y a pas que les paléoclimatologues, il y a aussi donc, les confrères modélisateurs du climat qui s'expriment sur le sujet. Alors, il faut cliquer sur le rectangle bleu, si ça marche. Ouais, ça marche. C'est un confrère physicien. Alors, c'est pas grave, le son passe pas. Donc, ce qui est en train de vous dire, donc Sébastien Doutreloup, donc de l'Université de Liège, c'est que il n'y a pas d'observation météorologique dans les modèles climatiques physiques. Voilà, c'est comme ça. C'est une surprise pour les gens qui ne connaissent pas le domaine, mais effectivement, il n'y a aucune observation météorologique, sauf au démarrage vers 1850. Mais bon, vous n'avez pas donc de recalage par des observations météorologiques depuis l'origine donc du lancement de ces modèles. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils reproduisent les évolutions réelles du climat. Donc, il n'y a pas que des vidéos. J'ai recensé donc quelques documents écrits sur le sujet. Donc, si on peut passer, donc cliquez à côté. Voilà, merci. Donc, il y a des écrits sur la validation ou la validité des modèles climatiques physiques par rapport aux observations. Donc, j'ai choisi d'abord une référence qui est en français dans un paragraphe méthodologique du livre vert Climator qui a été co-rédigé par un représentant du CNRM et un autre du LSCE. Autrement dit, d'un côté, Météo France, de l'autre côté, l'Institut Père-Simon Laplace, c'est-à-dire les deux organismes français principaux donc, qui produisent des projections climatiques. Et ce qu'il raconte, c'est que les modèles climatiques habituels, leur évaluation, c'est-à-dire le fait de dire s'ils sont bons ou pas, ça ne repose pas sur la possibilité, sur leur aptitude à reproduire les tendances observées sur une période d'une trentaine d'années. C'est-à-dire que ce n'est pas censé être valide, valable, correspondre aux tendances qui ont été observées, j'ajouterais particulièrement d'un point de vue local. Et hélas, ce genre de message n'est pas bien compris, donc c'est pour ça que lors du point focal du GIEC qui a eu lieu en 2017 et auquel j'ai modestement contribué, on a donc remis une couche sur le sujet et on a retransmis donc au secrétariat général du GIEC une sorte d'alerte, on va dire, sur le sujet. C'était en anglais, mais je vous l'ai traduit en français. Donc, dans le contexte émergent des services climatiques, donc de l'utilisation concrète des projections climatiques, le rapport du GIEC AR6, celui qui est en train de sortir, il devrait prendre position sur un sens ferme sur les restrictions d'usage des projections climatiques habituelles de niveau régional pour la conception des mesures d'adaptation. C'est-à-dire, s'il vous plaît, donc, prenez du recul ou ayez des précautions vis-à-vis de l'usage de ce genre de projection. Et il se trouve que notre remarque a vraisemblablement été prise en compte, puisque dans le dernier rapport du GIEC, en particulier, diapo suivante, sur l'atlas donc interactif, le GIEC donc désormais vous donne la possibilité effectivement de comparer les projections et les trajectoires réellement observées. Alors là, je vous ai choisi la température printanière diurne, parce que je sais que c'est là où les divergences sont les plus importantes. Donc les projections sur votre gauche, le dernier paquet de projections qui vient de sortir dans le dernier rapport du GIEC. Donc sur le massif central, là où vous avez le point noir, voilà ce qu'on peut voir. Donc c'est une projection moyenne de l'ordre de 1,5 à 1,6 degrés en 55 ans. C'est le décalage entre les deux périodes. Tandis que l'observation, on en est à 2,5 à 3,8 degrés en 35 ans. C'est-à-dire que le changement climatique réellement observé sur ce paramètre, qui est un paramètre sensible pour la production végétale, la température du printemps, ça va 3 à 4 fois plus vite que ce qui est simulé habituellement.
Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on ne s'est pas inscrit donc, dans l'usage des projections habituelles. Donc, diapo suivante. Sur AP3C, d'abord, on a fait nous-mêmes notre comparaison. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une carte générale, nous, on a fait un point particulier, c'est le point de Clermont-Ferrand, sur les températures diurnes du printemps. En point noir, vous avez effectivement les observations. Vous voyez, depuis 1980, vous voyez bien la trajectoire à la vitesse à laquelle elle évolue. En point vert, c'est un regroupement d'une dizaine de modèles en scénario d'émission moyen, RCP 4.5, et les points rouges, donc c'est un scénario d'émission fort. Donc ce qu'on voit, c'est la divergence de pente d'un facteur 3 à 4, ça se voit qu'il n'y a pas besoin d'être statisticien pour le remarquer. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que l'espérance, c'est-à-dire le point central auquel on est arrivé actuellement en climat type 2020, en observation sur Clermont-Ferrand, aux alentours de 18 degrés, c'est quelque chose que les projections déjà en scénario moyennement émetteur de gaz à effet de serre n'atteignent pas du tout jusqu'en 2100, et même les scénarios fortement émetteurs de gaz à effet de serre atteignent à peine d'ici 2100. Donc, ce qui est projeté habituellement pour ce genre de paramètres, y compris jusqu'à la fin du siècle, y compris en scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre, c'est déjà dépassé par le présent. Donc, évidemment, si on veut utiliser concrètement les projections climatiques pour des problématiques agricoles ou autres, on ne peut pas utiliser donc, ce genre de projection, et il faut se baser donc, sur ce qui est réellement engagé sur le terrain. Donc, on a reçu, diapo suivante, un certain nombre de remarques, voire de critiques sur la méthodologie. C'est pour ça que je vous ai fait une liste donc, des communications revues qu'on a produit depuis 2014 sur le sujet. Bon, je ne vais pas faire la liste, mais vous l'aurez donc, et vous pourrez vérifier avec le diaporama qui vous sera transmis. Donc, plus concrètement, qu'est-ce qu'on a fait dans AP3C? Premièrement, déjà, le domaine sur lequel on effectue des projections, donc diapo suivante. C'est un domaine donc rectangulaire qui enrobe donc le massif central. Donc là, vous avez environ 230 points de contrôle. C'est essentiellement sur la région sud-ouest, mais il y en a un petit peu à l'est et un petit peu au nord qui débordent. Alors, je vous donne un exemple. Alors, on fait soit des projections ponctuelles, soit des projections spatialisées sur le domaine. Donc, tout d'abord, un exemple de projection ponctuelle. Diapo suivante. C'est encore la température diurne du printemps, mais là, c'est avec les observations. Donc, sur un autre point, c'est dans la Loire, Bouin-sur-Lignon. Mais vous avez donc les projections API3C, donc, qui sont en trait de couleur. Et comme il y a 10 000 projections, on ne vous a pas représenté chaque année les 10 000 points, mais uniquement les statistiques associées, sachant que la valeur centrale, c'est la médiane qui est à peu près confondue avec les moyennes. Et sur les extrémités, vous avez des quantiles qui sont les quintiles, qui sont dépassés une année sur 5, et les déciles qui sont dépassés une année sur 10. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que visuellement, enfin, ce n'est pas une preuve, mais visuellement, les projections AP3C sont compatibles avec les trajectoires réellement engagées sur le terrain. Donc, on ne fait pas que du ponctuel, on fait aussi du spatial. Donc, diapo suivante, vous avez donc les évolutions en cours, donc entre 2000 et 2050, en ce qui concerne la température moyenne annuelle. Donc, ce qu'on peut voir, c'est si on regarde ça de loin, effectivement, on a une légère gradation entre le sud-ouest et le nord-est, mais ce qu'on obtient, c'est également beaucoup de détails à l'échelle kilométrique, voire infrakilométrique. Regardez par exemple la Lozère ou l'Aveyron sur le sud du domaine. Et mais donc, à quelques kilomètres d'écart, vous pouvez avoir toute la gamme de couleurs, et sur les températures moyennes annuelles, ça correspond à une variation donc, de la pente d'évolution de l'ordre de 30%. J'ai choisi un autre paramètre, diapo suivante, où là c'est un peu plus net, alors pas sur les couleurs peut-être, parce qu'on a une gamme très progressive, mais regardez le département du Cantal, par exemple, si vous pouviez pointer le Cantal, au nord de l'Aveyron, un petit peu plus haut, voilà. Là c'est le Lot, passez sur la droite. Là c'est la Corrèze. Le Cantal, donc, avec le mont donc, du Cantal, vous avez donc d'un point de vue central du département, vous avez des altitudes qui sont fortement croissantes, avec des vallées qui sont très nettement donc, découpées. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur les zones qui sont plutôt hors vallée, vous avez des valeurs qui sont de l'ordre d'une élévation de 1,5 degré, voire moins, donc en 50 ans, tandis qu'au creux de la vallée, et même si on regardait de plus près, on pourrait voir que c'est plutôt l'exposition à l'ouest de ces vallées, vous avez une élévation de température qui peut être double. Donc, ça, c'est pour illustrer le fait que le changement climatique, certes, c'est un phénomène global, mais vous avez des conséquences qui peuvent être départementales, voire infradépartementales, et qui peuvent être
fortement différenciées à quelques kilomètres d'écart, d'où l'intérêt d'avoir des projections compatibles avec ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, c'était pour les températures. J'ai mis donc en dernière diapositive les évolutions de précipitations donc compatibles avec ce qui s'est engagé. Donc là, c'est le cumul annuel, avec des évolutions qui en cumul annuel sur le Massif central ne sont pas spectaculaires, sauf peut-être vers le sud-ouest du massif, où vous avez des diminutions de précipitations qui sont de l'ordre de 100 mm, voire un peu plus, qui peuvent correspondre à 15, voire 20%, enfin non, plutôt 10 à 15%, on va dire, du cumul annuel en 50 ans, ce qui commence à être significatif. Donc, je vous remercie de votre attention et je crois qu'il y a comment dire, voilà, vous avez éventuellement donc mon adresse et aussi le site où vous pouvez aller voir les 150 cartes que nous avons produites dans le cadre du projet AP3C. Merci. Merci beaucoup. Donc, si Simon est prêt, on enchaîne avec donc, la présentation on va dire plutôt des enjeux liés à l'impact sur le changement climatique en lien avec la biodiversité. Je vais sortir. Est-ce que tu peux gérer la diffusion du PowerPoint, Emmanuela, s'il te plaît? Oui. Super. Voilà. En réduisant la bordure à droite pour que tout le monde voit Ouais, je vais l'écran, s'il te plaît. Affichage. Pendant la logistique, je vais me présenter. Merci déjà pour cette proposition d'intervention. Je suis Simon Haussort, donc le directeur de l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie. Nous sommes sur les sites de Montpellier et de Toulouse, basés à Montpellier, mais avec des équipes des deux côtés de la grande région. Cette intervention, effectivement, n'a pas la vocation à aller dans les aspects aussi méthodologiques et de production de cartographie que ce qui vient de vous être présenté, mais a plutôt pour vocation de bien lier le sujet du changement climatique et surtout l'impact de la modification du climat sur la biodiversité et comment ces deux sujets sont parfaitement interpénétrés. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, vous dire ce qu'est l'ARB Occitanie. L'ARB Occitanie, c'est un établissement public de coopération environnementale qui a été créé en 2018 par l'Office français de la biodiversité et la région Occitanie pour constituer une plateforme d'échange pour renforcer les politiques publiques et les politiques de soutien aussi pour renforcer la préservation de la biodiversité en région Occitanie. C'est une équipe d'une dizaine de personnes, voilà, avec des compétences et des missions liées à la valorisation de la connaissance sur les données liées à la biodiversité, la coopération dans la gestion des espaces naturels, mais aussi l'appui et le soutien aux porteurs de projets. Pour mettre en avant justement cette interrelation entre climat et biodiversité, je vous propose de faire un focus sur un travail que l'on développe désormais depuis un peu plus de 2 ans sur ce qu'on appelle les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Acronyme un peu barbare qu'on appelle les SAFN, mais ça commence à rentrer de plus en plus dans le langage tout du moins institutionnel. C'est un projet national, voilà, qui s'appelle le LIFE Artisan, qui cherche à généraliser le recours aux solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Donc on peut passer à la slide suivante. Je ne vais pas revenir dans le détail sur ce qui a été très clairement énoncé et ce qui a été effectivement de manière très pertinente démontré. Simplement vous dire que sur l'Occitanie plus précisément, et puis sur ce que ça embarque pour la zone sud-ouest. On a les derniers travaux du réseau d'expertise sur les changements climatiques en Occitanie, réseau qui s'appelle le RECO, qui travaille avec nous pour bien travailler à l'interaction justement entre changement climatique et biodiversité. On s'aperçoit effectivement que strictement pour l'Occitanie, les projections qui sont faites sont effectivement des projections qui sont très importantes en termes d'impact pour la biodiversité, puisque ce sont des modifications de la nature même en fait, de l'occupation du sol, où on a des reculs effectivement vers le nord de couverts forestiers, où on a une baisse de l'enneigement en montagne, une baisse des précipitations, ça a été dit, avec une intensification par contre lors de phénomènes pluvieux potentiellement très importants, et puis une hausse évidemment du niveau de la mer à l'horizon 2100. Slide suivante, s'il te plaît.
Alors pourquoi tout ça concerne la biodiversité? Bien parce que tout simplement le milieu naturel est celui d'expression et de vie du tissu évidemment biologique. Je ne vois pas, Emmanuela, la slide qui suit. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de bloqué. Pour l'instant, je ne la vois toujours pas. Moi, c'est la slide numéro 3. C'est la slide qui suit celle où il y a les cartographies, où il y a l'interaction entre les sujets biodiversité et changement climatique. Voilà, ça y est, on la voit, merci. Donc pourquoi les deux sujets voilà, sont évidemment interpénétrés? Parce qu'il y a un rôle bien sûr de régulation du climat sur les écosystèmes. Et donc ce qu'on constate aujourd'hui avec une modification de la capacité de stockage du carbone, avec une modification de la capacité d'épuration des sols, avec une modification de l'acidité dans les océans, on a un impact bien évidemment sur la biodiversité dans les grands changements climatiques. Et inversement, une nature altérée, un tissu du vivant altéré, c'est un écosystème moins résilient et donc moins capable, bien sûr, de s'adapter au changement climatique. Donc il y a un double enjeu. Il y a évidemment pouvoir atténuer le changement climatique, mais aussi s'adapter évidemment à celui-ci, puisque c'est une évidence aujourd'hui. On fait face à des mouvements très rapide, et donc on a besoin de pouvoir s'adapter aussi, en plus de faire un effort d'atténuation. Donc slide suivante. Justement sur les fonctions que peuvent assurer les écosystèmes dans le cadre de ce travail d'adaptation au changement climatique, sur un concept qui est les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire des actions de protection, de gestion durable ou de restauration des écosystèmes, afin de relever justement ce défi d'adaptation au changement climatique, tout en assurant le bien-être humain et en produisant, ce qui est possible, un gain net pour la biodiversité, puisque le but, c'est pas d'avoir de l'ingénierie grise qui vient évidemment en surajout pour déstabiliser un écosystème qui n'en a pas besoin. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des actions qui sont à la fois, on va dire, en faveur de la biodiversité et en faveur de l'action au changement climatique. Et donc ces solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est bien justement l'interpénétration des deux objectifs de la sphère publique. Alors comment concrètement ça se passe? Donc slide suivante. Voilà, on a une représentation assez, on va dire, caricaturale de ce que peut être une adaptation des territoires sans recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature, avec effectivement une persistance des tendances que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire une modification des cours d'eau avec notamment un profilage des cours d'eau et une accélération en fait des débits qui favorise le risque de crues et d'inondations en aval, une imperméabilisation et un captage d'eau de pluie qui là aussi participe à réduire la qualité et la quantité de l'eau, une urbanisation pour notamment les enveloppes urbaines et les infrastructures linéaires de transport qui créent des îlots de chaleur et qui accentuent la pollution de l'air, et puis certaines pratiques que l'on peut considérer comme étant effectivement... alors, je vois que Vincent propose de couper la caméra, donc effectivement, je vais couper la caméra. Voilà. Et puis, certaines pratiques, effectivement, que ce soit des pratiques agricoles, que ce soit des pratiques sylvicoles, qui peuvent effectivement altérer le milieu naturel et altérer sa résilience en fonction des modes, effectivement, d'exploitation. Donc, tout ça se caractérise, donc, se conclut par perte d'habitat naturel, et c'est plus qu'une perte d'habitat naturel, c'est une perte de la fonctionnalité des milieux, c'est-à-dire que les fonctions écologiques des territoires sont altérées. Sur la slide suivante, on va voir que adapter les territoires en lien justement avec les enjeux thématiques, en fondant son développement territorial sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est justement renverser cette vapeur, renverser ces tendances et retrouver quelque part des conditions saines et durables pour à la fois
les populations, mais bien évidemment pour la biodiversité plus largement, avec certains exemples très concrets, hein, on verra des photos dans les slides qui vont suivre, mais des plantations de haies, des créations de zones d'expansion de crues qui naturellement existaient, hein, sur tous nos cours d'eau, des méandrements par rapport à des profils de cours d'eau qui ont été des imperméabilisations, faciliter l'infiltration des eaux pluviales par justement la limitation des enveloppes urbaines, la végétalisation des bâtiments, hein, c'est pas qu'à l'échelle de la planification territoriale, c'est aussi à l'échelle des opérations d'aménagement elles-mêmes que ça peut se jouer, et puis une gestion, une conservation des zones humides qui jouent un rôle absolument essentiel dans la distribution de l'eau et de l'humidité sur les territoires. Dans les slides qui suivent, vous verrez quelques photos de tous ces types de solutions. Si tu peux passer, Manuela, assez rapidement. Voilà, on a différents types de milieux, et donc voilà, en passant à la volée rapidement, vous verrez, de toute façon, le diaporama sera à votre disposition sur différents milieux. On peut prendre le milieu montagnard, effectivement, et voir qui se passe. En l'occurrence, c'est la région Occitanie, mais il y a différentes opérations voilà, qui permettent de retrouver le sens de cette gestion, avec, par exemple, on peut s'arrêter effectivement sur cette slide-là, de la désimperméabilisation dans des milieux urbains où on va réouvrir, en fait, hein, par exemple, des cours d'eau qui ont été fermés historiquement, et donc redonner de la fonctionnalité au milieu, retrouver de l'humidité là où elle a été perdue. Il y a quelques exemples qui sont donnés là, Lavelanet, Montpellier, Portet-sur-Garonne, où on a une nouvelle gestion hein, censément des eaux, alors que ce soit au niveau des cours d'eau ou que ce soit dans la gestion des eaux pluviales. Et donc tout ça permet effectivement, il y a un exemple aussi qui est donné à Montpellier hein, sur la végétalisation des milieux urbains. Donc tout ça permet de travailler sur l'impact du changement climatique, effectivement, et ses adaptations, pour notamment lutter contre les îlots de chaleur, hein, c'est quelque chose d'important. L'exemple sur les milieux agricoles, il est très clair aussi. Hein, certains de nos partenaires ont travaillé sur l'identification de l'impact du changement climatique sur les productions agricoles. On voit qu'un sol paillé, par exemple, un sol qui garde un couvert végétal, est capable d'avoir potentiellement, en plein été, une dizaine de degrés de moins au sol et dans la couverture en sol que sur des espaces agricoles qui ne sont pas en couverture végétale. Et donc, voilà, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour la captation, évidemment, de l'humidité et pour la fonctionnalité des milieux. Je vais m'arrêter là. Voilà, il y a quelques exemples qui sont donnés dans le PowerPoint. Je l'ai transmis. Évidemment, il sera à disposition de tous les participants. Tout ça pour vous dire que voilà, ARB Occitanie travaille à sensibiliser les acteurs sur le recours à ces solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature, dans le cadre d'un travail national qui s'appelle Artisan et que l'on déploie en région avec un partenariat local, il faut le citer, hein, avec le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. J'ai vu qu'il y avait une des participantes de ce webinaire qui représente ce parc naturel régional, et donc le PNR travaille notamment sur la gestion sylvicole adaptée au changement climatique. Et donc voilà, nous essayons de faire caisse de résonance là aussi pour tous les travaux qui sont conduits sur les territoires. Voilà, je vous remercie. Merci Simon, merci Vincent. Donc du coup, on a le temps. Si vous avez des questions, on a un petit peu de temps pour poser à nos experts, pour peut-être voir est-ce que vous avez des questions. On n'a pas eu dans le chat. Moi, juste souligner, déjà remercier pour les présentations, souligner un des aspects en fait qu'on voulait mettre en exergue à travers ce webinaire sur ce format-là. En fait, c'est rappeler que le travail en transnational doit s'appuyer dans le cadre d'un programme tel qu'Interreg sur les cadres, les priorités, les stratégies menées à l'échelle territoriale, et notamment à l'échelle régionale et nationale. Et l'exemple qui est présenté par M. Woodworth permet justement d'ancrer cette approche dans une approche régionale. On aurait pu avoir une intervention de nos collègues de Nouvelle-Aquitaine ou d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et tenir compte également de l'état de l'art sur les thématiques. Et l'intervention de M. Caillès, justement, présente des travaux qui paraissent intéressants à prendre en compte dans les démarches qui pourront être développées par les bénéficiaires français dans le cadre de ce programme qui, bien entendu, reste transnational.
Sébastien a des questions. Je te redonne la main, Emmanuel. Oui, du coup, Vincent, peut-il expliquer rapidement ce qui différencie les projections AP3C versus les autres projections climatiques au-delà de corrélations relatives entre projections AP3C et observations? Vincent? Je dirais que l'essentiel, c'est ça. En fait, nous, la manière dont on l'a utilisé, c'est donc de se baser sur les trajectoires qui sont réellement engagées. Donc notre but, c'est un but de description de ce qui est en train de se passer, pas un but d'explication du changement climatique. Parce que dans les modèles habituels, encore actuellement, ce sont des modèles météo, en fait, à la base, qu'on laisse tourner un certain nombre de décennies, et donc vous voyez passer les perturbations, vous suivez bien les transferts de chaleur, ce genre de choses. Je trouve ça très bien, puisque moi, à la base, je suis physicien du climat aussi, et de la météo. Ce genre d'outils explicatifs ne sont pas descriptifs, sauf si on a tout compris. Et on est bien loin d'avoir tout compris du changement climatique. Voilà pourquoi il se trouve que par hasard, on peut dire, depuis une quarantaine d'années, on est rentré dans une trajectoire tendue au niveau du changement climatique tel qu'il est réellement observé. Et ben, on utilise cette facilité qui nous est accordée, vu qu'on est parti sur une trajectoire qui ne pourra pas être déviée, on va dire, sensiblement avant un certain nombre de décennies, disons 30 à 40 ans. Donc voilà ce qu'on utilise. Donc, je vois une autre question. Il n'y a pas de scénario d'émission de gaz à effet de serre, pour être très simple. Pourquoi? Parce que nous, on est resté dans la zone qui est, à très peu de choses près, indépendante des scénarios d'émission de gaz à effet de serre. Vous avez donc, dans le dernier rapport du GIEC en particulier, la dispersion donc, des résultats des modèles, sauf si on envisage les scénarios les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas du tout cela qu'on est en train de suivre. Et on aurait dû les suivre pour qu'ils soient valides depuis la fin de la période de référence, qui est donc 2014, si ma mémoire est bonne, sur le dernier rapport du GIEC. Donc nous, on est parti quelque part entre un scénario 4.5 et un scénario 7.0. Et ben, lorsqu'on regarde ces deux possibilités, celles-là, elles sont communes sur 30 à 40 ans, au moins. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'avais peut-être une question aussi pour Simon, puisqu'en fait, l'ARB travaille effectivement sur on va dire, effectivement au niveau local, on l'a bien vu, mais quel est l'intérêt, selon toi, de pouvoir travailler à une échelle peut-être un peu plus transnationale et quel est l'intérêt en fait de la coopération sur ce type de projet, par exemple? Alors, la coopération, elle est essentielle parce que les espaces naturels, les grands écosystèmes ne connaissent pas évidemment de limites administratives. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais ça va mieux en le disant. C'est-à-dire que nous, quand on travaille sur le dépassement des espèces marines, pour prendre juste l'exemple marin, on sait qu'aujourd'hui on n'est pas exactement là-dessus, dans le cadre de ce webinaire, mais sur par exemple le suivi génétique du déplacement des espèces sur la chaîne pyrénéenne, on ne peut pas le faire que de notre côté. Voilà, on a besoin de partenariats, notamment avec nos collègues catalans, pour suivre certaines espèces qui aujourd'hui sont mal connues, ne sont pas suivies parce qu'elles ne font pas partie des espèces historiquement suivies, soit par l'OFB, soit par les différentes institutions dans le cadre, par exemple, de plans nationaux d'action. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est sollicité aujourd'hui, par exemple, par les partenaires catalans, et on ne peut pas répondre aujourd'hui en Occitanie, en tout cas avec les institutions actuellement, hors programme de recherche dédié. Il n'y a pas forcément d'équivalence des deux côtés. Donc le but, c'est de pouvoir mettre à niveau les connaissances et derrière, d'avoir une optique de gestion commune. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'il y a un problème lié à une espèce, à son déplacement, à la fonctionnalité des milieux pour assurer le bon déplacement des espèces, le but, c'est justement de pouvoir, entre institutions publiques, regarder comment on travaille à une meilleure coopération pour une meilleure protection de ces espèces. C'est un exemple lié au suivi et à la gestion, mais des exemples comme ça, en fait, on peut en avoir pas mal. Merci beaucoup pour ces interventions. Je vois qu'il y a des questions, mais ça sera peut-être, elles seront abordées un peu plus tard. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas en lien avec ces thématiques, je vous propose de passer sur justement des...
des propositions de projet? Oui. Il y a une question de Sébastien. Comment le secteur agricole, par rapport aux politiques publiques, s'est saisi des résultats de vos travaux concernant la P3C? Et en réponse effectivement à M. Haas, on abordera en fin de réunion les aspects plus pratico-pratiques sur la mise en œuvre du programme. Merci. Est-ce que par hasard, je ne répondrai pas justement après mon autre présentation, vu que c'est plus C'est spécifiquement ce que je pensais, en fait. C'est ce que je pensais dans cette... Voilà. OK. Y a-t-il une revue par la communauté scientifique des travaux menés par la P3C? C'est pour ça que j'ai mis une diapositive spécifique à nos communications revues. Vous l'aurez dans le diaporama. Voilà. Et vous sera transmis après la réunion. OK. Bon, ben, du coup, on passe au projet, présentation de projet. Donc, on a ici justement un projet. Enfin, on va présenter 2 projets donc, qui sont déjà financés dans le cadre d'Interact Sudway, donc le projet CRS et le projet Formal Risk. Et donc, Sébastien Chauvin, qui est avec nous, qui va présenter le projet CRS. Et je te laisse te présenter brièvement. Je te fais la présentation. Merci Manuela. Après, je peux projeter moi-même si tu veux, ça évite. Enfin, comme tu veux, comme je te dis. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sébastien Chauvin, le directeur de Forespire. Forespire, c'est un groupement français, espagnol, andorran d'acteurs forestiers, donc pyrénéens, et on travaille sur toutes les thématiques liées à la multifonctionnalité de la forêt, sur des projets donc de coopération transfrontalière ou transnationale ou également interrégionale. Et donc, à ce titre, on a piloté le projet CERES, le projet Interact Sud-Ouest CERES, donc, dont le titre est Connectivité des écosystèmes forestiers et rivulaires de l'espace Sud-Ouest, qui s'est terminé en mars 2022 et qui avait débuté en 2018. Et donc la présentation voilà, fait tout à fait écho à la présentation de Simon juste avant, puisque c'est une réalisation concrète à une échelle, je dirais, géographique plus large que l'échelle régionale, mais de ce que la coopération transnationale peut apporter comme contribution, enfin, comment on peut contribuer à apporter des résultats et des réalisations sur ces thématiques-là. Donc, suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, un petit mot d'introduction. Pourquoi ce projet? Donc, c'est un projet en faveur de la connectivité et de la qualité écologique des habitats forestiers donc, et rivulaires, donc de la végétation qui borde les cours d'eau et plus particulièrement donc, des ripiciles, donc les formations boisées que l'on trouve sur les cours d'eau, hein, rivières, fleuves, etc. Et donc, il faut partir du départ, enfin, du constat qu'à l'échelle du sud-ouest européen, donc on a donc, des paysages qui sont composés d'une mosaïque d'écosystèmes qui sont interconnectés et dans lesquels la faune et la flore, elle doit pouvoir circuler pour accomplir leur cycle biologique, se reproduire, assurer un brassage génétique et faire face aux différents changements, que ce soit des changements liés à l'usage des sols ou au changement climatique, et aussi faire face aux différentes perturbations de leurs habitats, donc que ce soit des perturbations qui soient d'origine anthropique ou non. Et donc les forêts, quel que soit, je dirais, enfin, pardon, les arbres, hein, quel que soit leur mode de regroupement, que ce soit en forêt, en haie, en bosquet, et bien entendu la végétation qui va border les cours d'eau, c'est des vecteurs forts en fait de cette connectivité. Et donc espèces et faune flore hein, doivent pouvoir bénéficier de ce réseau de connectivité hein, qui est essentiel, ainsi que d'habitats, ici que je mets de qualité plus, mais donc d'habitats naturels qui présentent un haut niveau de qualité. Et donc ça, c'est 2 concepts, connectivité et qualité des écosystèmes, qui s'apprécient, qui s'embrassent à différentes échelles géographiques, que ce soit à l'échelle très locale ou à l'échelle d'un paysage dans son ensemble. Et donc c'est cet emboîtement d'échelles qu'on a voulu aussi mettre en exergue dans le cadre du projet CERES. Et donc ces paysages, comme je mets ici, ils ont été façonnés par les actions humaines, hein, passées et actuelles, ce qui a pu conduire à la fragmentation de paysages à différents degrés, hein, que ça peut être
cette fragmentation peut être des routes, la pollution lumineuse, il y a un certain nombre de choses, y compris les pratiques de gestion qui peuvent venir fragmenter ces paysages. Et ça peut donc affecter la biodiversité à ces différentes échelles-là, quoi. Sachant qu'au final, propriétaires fonciers et gestionnaires forestiers travaillent quotidiennement à la gestion durable de ces milieux naturels. Et donc, ils sont les garants, ou tout du moins, ils doivent pouvoir intégrer dans leurs pratiques quotidiennes ces enjeux de préservation de la biodiversité et de mise en compatibilité des usages qu'on peut avoir de la ressource naturelle. En l'occurrence, là, ça peut être le bois, par exemple, dans le cadre du projet CERES, avec un bon niveau, un bon état de conservation des milieux. Voilà. Et le dernier point, c'est que la recherche sur l'écologie des paysages a mis en exergue le besoin d'utiliser des approches plus globales et donc ont établi des relations de cause à effet entre les pressions donc, anthropiques, environnementales, le changement climatique et la réponse des différentes communautés biologiques. Suivante, s'il te plaît. Voilà. Et donc, partant de ce point de départ, on s'est associé donc avec des partenaires issus du monde de la recherche appliquée et de la gestion des milieux naturels. En France, vous avez la carte à droite, donc un partenaire en région Nouvelle-Aquitaine, 4 partenaires en région Occitanie, et puis après en Espagne, donc en Catalogne, en Castille et Léon, des partenaires qui sont localisés à Madrid et un partenaire portugais. Donc, je ne vais pas vous les lister, mais vous avez ici les logos. Mais ce qui est important, suivante, s'il te plaît. Ce qui est important à retenir, c'est justement la complémentarité qu'on a recherchée dans ce partenariat, avec des besoins qui étaient identifiés en termes de gestion des milieux naturels. Hein. Comment définir les secteurs prioritaires d'intervention, soit pour préserver, maintenir ou restaurer de la connectivité écologique ou de la qualité écologique. Donc des besoins assez clairs en termes de gestion. Et puis des apports de la recherche, c'est-à-dire quel type de méthode on va pouvoir utiliser pour caractériser cette connectivité, pouvoir faire converger les approches de différents collègues qu'on va avoir en France, en Espagne et au Portugal, de sorte à pouvoir apporter des réponses qu'on va pouvoir appliquer au territoire, qui vont pouvoir être mises en œuvre sur les territoires par les gestionnaires, sur la base donc des apports scientifiques. C'était vraiment ce qu'on cherchait, cette complémentarité, un petit peu ce trio qu'on cherchait à avoir, gestion, recherche, territoire. Suivante, s'il te plaît. Donc, on a structuré alors, le projet CERES avec un objectif de mettre en œuvre des actions concrètes pour maintenir et améliorer ces réseaux de continuité écologique et d'améliorer la qualité écologique des habitats, pour avoir un objectif stratégique global d'améliorer la biodiversité, ou tout du moins une petite contribution du projet CERES à la préservation de la biodiversité à une échelle sud-ouest assez large, et des fonctions écologiques, mais également socio-économiques des milieux. Donc on l'a structuré en quatre temps. Un premier temps autour de l'élaboration ou d'une mise au point commune d'un outil qui va permettre de caractériser la qualité et la connectivité écologique. Grosso modo, c'est comment est-ce qu'on fait tous ensemble pour dire sur un secteur donné qu'est-ce qui va connecter les différents hotspots de biodiversité, ou comment est-ce qu'on va pouvoir caractériser qu'un habitat naturel a tel ou tel niveau de qualité écologique. Donc plutôt vraiment essayer de faire converger les approches et de sortir une base commune. Le deuxième temps, c'est de pouvoir, une fois qu'on a fait ce travail-là, de pouvoir l'appliquer sur des zones pilotes sur lesquelles on va donc la mettre en route et permettre de caractériser donc cette qualité, cette connectivité. Et ça va permettre de pouvoir justement dire, OK, compte tenu des cartes qui vont être produites, où est-ce qu'on va pouvoir agir prioritairement pour donc améliorer la qualité ou la connectivité. Et donc, le troisième temps, ça va être de renforcer la capacité des gestionnaires d'espaces naturels pour concilier préservation de la biodiversité et fourniture de services rendus par ces milieux naturels. On reste quand même dans un territoire qui est largement anthropisé, sur lequel l'homme
utilise beaucoup les ressources naturelles. Et donc, il est question ici de voir comment est-ce qu'on peut intégrer davantage la préservation de la biodiversité avec la production de biens et de services autour de ces milieux naturels, qu'il s'agit de production de bois, activités cinégétiques, accueil du public, etc., etc. Et puis le dernier point, de communiquer. Je dirais à deux niveaux. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important de connecter ces hotspots de biodiversité, enfin, quel est l'enjeu autour de la connectivité écologique, et puis communiquer sur le projet CRS et ce qui a rendu possible l'Interreg Sud-Ouest dans la mise en œuvre de ce projet. Suivante, s'il te plaît. Bon, là, c'est une déclinaison par activité. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans ce détail-là, mais juste mettre en exergue le fait que, dans un premier temps, on a souhaité s'entourer d'un espèce de comité d'experts qui permettrait, au-delà du partenariat du projet, qui permettrait d'être informé, de faire des apports à des points un peu stratégiques au moment du déroulé du projet. Ça, c'était intéressant de pouvoir compter là-dessus, même si c'est toujours intéressant d'apprendre aussi des échecs. On se rend bien compte de la limite de l'exercice, puisque c'est compliqué d'associer des personnes ou des entités externes à un partenariat sur leur temps, puisque chacun on a tous des tâches en cours, et de mobiliser les gens, c'est assez compliqué. Donc au début, ça a bien marché, ça a bien fonctionné, on a eu du monde, et puis petit à petit, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué, hein. Une deuxième action aussi intéressante, peut-être qu'on y reviendra donc sur l'autorité nationale, soit le programme Sud-Ouest, c'est la place de l'état de l'art, en fait. C'est pouvoir faire en sorte d'apprendre de ce qui a été fait dans le passé et quelles sont les conclusions qu'on peut tirer des études ou des travaux qui ont été faits par le passé, de sorte à améliorer celles qu'on prétend mettre en œuvre dans le cadre de notre projet. Et puis la troisième activité, c'était vraiment la partie où on phosphorait ensemble pour élaborer ou tout du moins extraire la substantifique moelle de ce qui pourrait déjà exister, de manière à proposer une méthode commune qui permette de caractériser cette qualité écologique et cette connectivité. Suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc ensuite, vous avez sur la carte de droite les secteurs sur lesquels on a appliqué la méthode de caractérisation qualité connectivité, donc à l'échelle de différents secteurs du site du Sud-Ouest. Bien entendu, je dirais que l'échelle géographique du Sud-Ouest est telle que c'est compliqué de pouvoir embrasser l'ensemble des situations, hein, des profils territoriaux de l'espace Sud-Ouest. Donc il y a une telle variété de milieux, de secteurs, qu'on a essayé d'avoir une espèce de petit patchwork de ce qui peut être fait, sachant que, bien évidemment, la méthode a été appliquée sur les secteurs sur lesquels les partenaires intervenaient. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, il y a un certain nombre de cartes et de rapports qui ont pu être produits, puisqu'il s'agissait bien évidemment de pouvoir ensuite améliorer la méthode commune au fur et à mesure que des inventaires terrain étaient réalisés. Et puis ensuite, vous voyez là, donc en rouge sur la carte, les secteurs sur lesquels on a fait tourner le modèle de connectivité et donc les espèces de petits formes jaunes et vertes symbolisent donc les secteurs sur lesquels des actions de gestion ont été mises en œuvre. Donc on a sélectionné plusieurs sites pilotes qui étaient dans ou à proximité des zones pilotes. On a pu analyser les problèmes qu'il y avait en termes de préservation de la biodiversité dessus, de faire le lien avec les activités socio-économiques des territoires concernés, donc en l'occurrence gestion forestière, par exemple. Et puis on a mis en œuvre ensuite des actions démonstratives, expérimentales, innovantes, alors c'est et ou à chaque fois, pour améliorer, préserver, améliorer ou augmenter la qualité et la connectivité écologique. Diapo suivante, s'il te plaît. Ouais, pour conclure, du coup. Comment? Pour conclure, du coup, parce qu'on a Voilà, encore donc une autre ce qui est intéressant, présentation. c'est de voir les typologies d'actions qui ont pu être mises en œuvre. Donc, création de bois mort sur pied ou au sol, irrégularisation de peuplement, etc., etc. Donc ça, vous l'aurez sur la diapo, sur le PowerPoint. Ça, c'est donc toujours pour renseigner sur les typologies
de résultats et de produits qui ont pu être mis en œuvre. Et donc là, la dernière action qui est donc la mise en œuvre d'un manuel de recommandations de gestion forestière en faveur de la connectivité et de la qualité écologique. Voilà. Merci beaucoup. Bah, c'est Merci très à vous. intéressant. Ouais. Du coup, on va passer au projet suivant, si Aurélie. Bonjour, je vais mettre la caméra pour vous saluer et me présenter et ensuite je la couperai parce que comme voilà, la connexion n'est pas très bonne. Donc je suis Aurélie Lehoucq, je travaille à l'Office national des forêts et à l'agence Landes Nord-Aquitaine, donc située à Bordeaux. Et je vais vous faire une rapide présentation du projet Forman Risk. Donc le projet Forman Risk a été initié en 2019. Il était prévu d'être réalisé sur une durée de 3 ans, mais du fait du contexte du Covid-19, donc nous avons demandé une prorogation de 6 mois. Donc le projet se terminera en mars 2023. Voilà. Ici, vous avez une photo sur le terrain avec les partenaires du projet que l'on a accueillis en mars dernier à la Thèse de Buch. Voilà. Vous pouvez passer. Merci. Donc le projet Forman Risk, pour résumer très brièvement, donc il y a 2 grands axes de travail, un axe sur la régénération des forêts et un axe orienté lutte contre le risque incendie. Avec un objectif commun pour les partenaires qui se sont associés dans le cadre de ce projet, c'est trouver des solutions concrètes et mutualisables pour adapter les forêts du sud-ouest de l'Europe. Ce projet de coopération transnationale implique des partenaires français, espagnols et portugais, avec aussi une diversité d'acteurs aussi bien issus du monde de la recherche que des structures publiques impliquées dans la gestion des forêts. Sur la droite, vous avez une carte qui représente donc en orange les régions dans lesquelles sont issus les partenaires du projet. Donc on a 9 partenaires du projet, donc je vous ai remis aussi les logos sur la diapositive. Et je vais vous détailler un exemple concret de réalisation dans le cadre de ce projet nous avons mené à l'Office national des forêts en partenariat avec l'INRAE le labo Biogeco, situé aussi à proximité de Bordeaux. Donc la réalisation consistait en la mise en place de plantations expérimentales qui accueillent, elles ont été implantées récemment, diverses variétés de pins maritimes au sein de ce qu'on appelle en anglais donc un common garden et en français un jardin commun. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà. Sur la carte à droite, donc vous avez une représentation, on va dire, de différentes expérimentations menées en Nouvelle-Aquitaine. Et dans le cercle rouge, vous avez les 3 sites expérimentaux mis en place dans le cadre de ce projet, donc Forman Risk. Un site qui est implanté en forêt de Lagnereau, qui se situe en Gironde, un site à la Thèse de Buch qui se situe en Gironde également, et un site à Vieille-Saint-Girons qui se situe dans les Landes. Donc voilà, pourquoi implanter ces diverses variétés de pins maritimes. L'objectif principal était de les implanter dans les mêmes conditions environnementales pour vraiment laisser s'exprimer la génétique de ces variétés et déterminer si une de ces variétés était plus résistante au changement climatique et notamment au stress hydrique. Donc, je vous ai détaillé un peu les différentes variétés pour vous dire rapidement
donc une variété de pin de dune atlantique qui est la variété implantée principalement donc, en zone littorale et qui est soumise aux embruns du littoral. 2 variétés améliorées que l'on appelle communément VF2 et VF3. Une variété de lignée corse, une variété marocaine et 2 variétés espagnoles et portugaises que l'on n'a pas choisies au hasard. En fait, donc ces variétés sont issues de deux régions partenaires du projet Forman Risk. Et donc, il y a vraiment toute une démarche dans le cadre de ce projet. On peut noter l'intérêt de la coopération. Donc, notre partenaire INRAE a effectué, vous pouvez passer à la diapositive suivante pour que je puisse illustrer, montrer donc la carte. Le partenaire INRAE a réalisé des prélèvements auquel aussi l'ONF a participé dans différentes régions que vous retrouvez sur cette carte. Et parmi ces prélèvements de rameaux de pin qui ont été analysés dans le cadre d'un appareil que je vous montrerai aussi ensuite, qui s'appelle un cavitron, qu'ils ont inventé également, qui permet de simuler en fait grâce à la force centrifuge, la rupture de la colonne d'eau dans l'arbre qui se produit notamment lorsque l'arbre soumis à une forte sécheresse. Et donc, par le biais de ces différentes analyses, l'INRAE a repéré que 2 variétés semblaient déjà particulièrement résistantes au stress hydrique par le biais de ces analyses. Donc, 2 variétés entourée sur la carte, une variété en Catalogne, sur les dunes catalanes, donc qui est identifiée Spain Dune, et une autre variété au Portugal, que l'on appelle donc la variété Leiria, issue de cette région. Et donc nous avons, avec la collaboration de ces partenaires, fait expédier des graines issues de ces régions pour pouvoir les implanter dans le jardin commun. Et donc vérifier si en Nouvelle-Aquitaine, ces variétés pourront également garder cette résistance au stress hydrique. Donc voilà, c'est l'objectif de cette expérimentation dans les grandes lignes. Vous pouvez passer sur la diapositive suivante. Donc voilà, une petite illustration, on va dire, du prélèvement de rameaux de pin et ensuite voilà l'appareil, le cavitron. Vous pouvez passer à la suivante. Et donc ici, ce joli damier de couleurs en fait illustre la plantation et le schéma théorique. Donc là ici, je vous ai mis l'exemple du jardin commun de la Nuro, donc situé en Gironde. Donc on est sur une plantation d'environ 16 hectares. Chaque couleur représente une variété de pin. Et donc ces différents rectangles représentent des parcelles unitaires où sont implantées ces variétés de pin. Et donc, voilà, il y a des lignes de plan et environ, du coup, 2300 arbres par variété. Et au total, c'est de l'ordre de 18 400 arbres. Donc, sur ces plantations qui ont été mis en place entre fin 2021 et début 2022, nous avons déjà réalisé de premières analyses avec le partenaire INRAE. Donc nous avons décidé en fait dans un premier lieu de faire des constats de reprise, regarder la survie de ces plants. Et de faire ce que l'on ne fait pas habituellement lorsqu'on fait ces constats de reprise, c'est de faire une première analyse avant l'été. Ce n'est pas décrit sur la diapositive suivante. C'était juste pour donner un mot sur le suivi de cette plantation et les objectifs. Donc une première analyse avant l'été pour essayer d'isoler, on va dire, les mortalités qui ne seraient pas dues qui serait dû à un autre facteur que la sécheresse, abrutissement ou gel, et de faire une seconde analyse après l'été. Donc là, clairement, en plus, on est sur un été très, très particulier, donc on va pouvoir vraiment dégager
des premières tendances et de voir donc est-ce que déjà après quelques mois d'implantation, on peut identifier des variétés qui ont une reprise meilleure que d'autres. Là, ici, je vous ai mis quelques livrables, on va dire, quelques réalisations, autres réalisations que celle-ci. Donc, on a on va dire un livrable principal dans le cadre de ce projet, c'est la réalisation d'un guide de préconisation de gestion qui va voilà, s'appuyer sur toutes les expérimentations, les recherches issues de ce projet. À la fois sur la régénération et sur la lutte contre le risque incendie. Une autre réalisation ONF rapidement, donc la constitution d'une plateforme web de mise à disposition d'informations sur les obligations légales de débroussaillement. Alors là, voilà, on va dire que c'est des informations qui sont pas forcément, on va dire, connues de tous, et puis on a des fois des juxtapositions, on va dire, entre propriétés, et on ne sait pas du coup à qui revient l'obligation de débroussailler. C'est quelque chose d'important pour prévenir les incendies. Donc voilà, il y a ce projet-là. Et puis après, voilà, pour vous donner des perspectives, donc clairement, voilà, on va poursuivre ces expérimentations. C'est pas parce que c'est un projet d'une durée de 3 ans. Dans le cadre des plantations expérimentales, on prévoit un suivi de 10 ans environ. Et puis la suite, c'est de voir voilà, la suite à ce projet Format Risque et potentiellement aller sur un autre projet de coopération transnationale. Je vais passer. Merci. Ouais, merci beaucoup pour. Je crois qu'il y avait une dernière slide. Oui, j'avais proposé un rapide, on va dire, retour d'expérience à 3 mois de la fin du projet. Voilà, donc avec des points positifs, négatifs, et puis des points, on va dire, un peu, voilà, qui sont ni positifs ni négatifs, mais qui est intéressant de prendre en compte. Donc, en point positif, donc clairement, voilà, un réel enrichissement et des apports de compétences et de connaissances de divers horizons. Donc, il y a une pluralité d'acteurs, mais on va dire que le fait qu'il y ait des acteurs français, espagnols et portugais, ça rajoute clairement quelque chose parce qu'on est sur des contextes différents, des législations différentes. Voilà, donc il y a vraiment un réel apport. Voilà, j'ai quand même noté parce que c'est un projet européen avec 9 partenaires. Il y a un suivi important administratif et financier à réaliser et de se dire qu'il y a la possibilité de le déléguer à une structure externe et de valoriser ses dépenses. Donc voilà, on travaille avec Sébastien et pour Respire. Une aide importante, clairement, sur voilà, que l'on ne peut pas forcément atteindre avec d'autres dispositifs. En point négatif, je vais dire, mais voilà, à nuancer parce que il faut juste le prendre en compte, se dire on se lance quand même sur un projet européen, donc il y a toujours, on va dire, entre guillemets, la barrière de la langue. Il faut vraiment vérifier en interne qu'on a les ressources nécessaires voilà, pour pouvoir dialoguer avec les partenaires d'autres pays. Donc voilà, et puis de rajouter quand même aussi, de prendre en compte que ça prend du temps. C'est la notion de temps. Quand on traduit en français, en espagnol, en anglais les échanges ou les comptes rendus de réunion, c'est voilà, un facteur temps à prendre en compte. Un petit retour aussi quand même, je l'avais pas précisé en début de présentation, mais on était chef de file sur ce projet, donc voilà, il faut prendre en compte une animation, faire perdurer une dynamique sur le projet. Donc voilà, sur la durée de 3 ans, je dirais qu'à la fois ça peut paraître long, mais qu'en fin de compte, c'est quand même court aussi, en plus sur un contexte forestier. Donc voilà, il faut bien prendre en compte cette durée de temps aussi, et puis de s'assurer de l'avancement des actions et surtout des engagements pris à la candidature. Ça, de se dire qu'on a écrit un projet peut-être 3-4 ans avant, et il faut bien voilà, vérifier. Moi, je dirais que je regarde très régulièrement la candidature encore, voilà, pour bien s'assurer que parfois voilà, on avance, et de vérifier qu'on avance bien dans les voilà, dans les périmètres que l'on avait définis au départ. Voilà, j'en ai fini.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que c'était intéressant, enfin pour ces deux présentations. C'était quand même très intéressant aussi d'avoir des exemples de projets pour des potentiels futurs porteurs de projets. Et puis, c'est aussi, je pense, l'intérêt, c'est de peut-être éventuellement vous contacter s'il y a besoin, s'il y a des questions supplémentaires. Puis, voir aussi votre retour d'expérience, c'est toujours intéressant. Et donc, du coup, on finit ce tour d'horizon, on va dire, de projet, par une dernière, peut-être remise en contexte, par à nouveau Vincent Caillès. Merci pour cette présentation. Donc, je vous mets la présentation. Donc là, on est plutôt sur le volet agronomique. Et donc, sur une autre application peut-être qui est aussi intéressante dans le cadre du Sudway et pour laquelle voilà, on a souhaité aussi vous apporter quelques informations. Et puis ensuite, on finira par une question, enfin peut-être les questions-réponses et puis des questions peut-être plus pratico-pratiques sur comment on fait pour candidater, c'est quoi les appels à projets, etc. Donc je laisse Vincent Caillès. Oui, donc là, je vais vous parler, on va passer tout de suite à la diapo suivante, essentiellement de l'approche agronomique, qui correspond donc aux impacts du changement climatique sur l'agriculture du Massif central, qu'on a étudié à travers des indicateurs agroclimatiques, IAC, et des indicateurs agropédoclimatiques. La différence entre les deux, c'est simplement, pédo, c'est qu'on a géré l'eau dans le sol. Donc, j'ai rappelé brièvement notre domaine d'usage. Diapo suivante, c'est donc le Massif central avec un rectangle qui est légèrement qui englobe donc ce Massif central. On va passer diapo suivante sur la liste des indicateurs agroclimatiques qu'on a étudiés. Ce qui est en vert, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, comme vous pouvez voir sur la trentaine d'indicateurs agroclimatiques. Alors, indicateurs agroclimatiques, ce sont des indicateurs climatiques avec des paramètres de température, précipitation, etc., sur lesquels la recherche agronomique, qui n'a pas été faite par nous, nous a dit que oui, il faut regarder parce que ça correspond à tel ou tel type de problématique pour le monde agricole. Donc les indicateurs relatifs à l'herbe, c'est une majorité. Je vais vous parler donc des dates de redémarrage de végétation ou dates de mise à l'herbe. On n'a pas fait que ça. Diapo suivante, on a traité aussi du maïs, des céréales, des dérobés, et puis aussi de la vigne. Et je vous présenterai, pour égayer un peu l'atmosphère, l'indicateur sur la vigne. Donc là, je vais vous montrer les premiers indicateurs sur l'herbe. Donc d'abord d'un point de vue ponctuel, diapo suivante, sur la station de A1 en Creuse. Donc là, c'est une date de mise à l'herbe, ça correspond à une somme de température basse 0 degré qu'on atteint. Alors la somme, classiquement, c'est 250 degrés. Et voilà la date à laquelle, donc, a priori, on peut mettre à l'herbe, selon ce critère exclusivement thermique. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une précocification de cette date de mise à l'herbe théorique. Entre 1980 et 2020, on est pratiquement à 10 jours. Et puis d'ici à 2050, il y aura 5 jours supplémentaires. Mais ça, c'est sur un point particulier. Alors l'intérêt du point particulier, c'est qu'on ne se contente pas de la moyenne ou de la médiane, mais qu'il y a aussi toute la dispersion et qu'on a rappelé donc les paramètres observés qui permettent de confirmer, de vérifier donc, que nos projections sont bien compatibles avec ce qui se passe également d'un point de vue agroclimatique. Donc ça, c'est ponctuel, mais on a aussi la capacité de faire des cartes avec ces indicateurs. Donc diapo suivante. C'est donc l'indicateur de date de démarrage de végétation. Alors, c'est un indicateur parallèle à la mise à l'herbe, et l'évolution est pratiquement la même. Donc, le décile numéro 5, ça veut dire la médiane. Donc, c'est une évolution entre 2000 et 2050. Et ce qu'on peut voir, c'est une avancée donc, dans le numéro du jour de l'année, c'est-à-dire en nombre de jours. Et vous avez un contraste qui est saisissant entre les zones de plaine, en particulier du sud-ouest du Massif central, du côté du Lot en particulier, où vous avez une précocification qui est faible, voire nulle, tout simplement parce que la date de démarrage de végétation était déjà très précoce. Et les zones d'altitude, en particulier sur la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire et une partie du Puy-de-Dôme et de la Loire, où là, on peut avoir une précocification de 3 voire 4 semaines donc, de ce démarrage de végétation. Et ce qui est important, c'est de voir la différence. Donc la différence entre les deux, les zones de plaine et les zones d'altitude, ça c'est en train de se diminuer rapidement, donc déjà actuellement, mais vers le futur encore plus. Donc le deuxième indicateur que je voulais vous présenter, donc c'est sur la vigne, voilà. Oui, effectivement. Donc c'est sur la station de A1 en Creuse. C'est l'indice héliothermique de Huglin, pour faire simple, c'est une somme de température basse 10 degrés.
Et en fonction de, comment dire, du cumul de cet indicateur, bah, il y a un certain nombre de cépages qui correspondent donc à l'indice de Huglin, sachant que les cépages les plus rustiques, ça démarre à un indice de Huglin de 1500. Donc on peut voir que sur la station de A1 en Creuse, bah, c'était potentiellement viticole à partir de 2000. Qu'en 2020, on est vers 1700, ça correspond approximativement à des cépages du type Val-de-Loire, et que vers 2050, en médiane toujours, on arrive au-delà de 1900 qui est compatible donc avec du Cabernet Franc en particulier, donc c'est-à-dire du vin de Bordeaux. Donc ça va très vite, effectivement, pour ce paramètre, mais je l'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que non seulement les sommes de température basse 10 degrés, ben, vous avez la température qui dépasse plus les 10 degrés, mais qui dépasse aussi plus longtemps. C'est-à-dire vous avez donc une période de végétation qui est plus importante. Donc on a fait une carte correspondante pour voir donc comment ça évolue. Là j'ai zoomé sur le Limousin. Donc vous avez sur votre gauche l'indice de Huglin donc en climat type 2000, sur votre droite en climat type 2050, sachant que j'ai choisi les coloris pour que 2100 ça corresponde soit une couleur rosée, et justement 2100 en indice de Huglin c'est compatible avec des cépages de type Syrah, Cinsault, c'est-à-dire du rosé de Provence. Donc je vous demande de regarder la Haute-Vienne, c'est le département qui se trouve à l'ouest, et vous voyez que d'ici à 2050, ben, vous avez en gros la moitié du département qui est compatible en température hein, avec la viticulture de type rosé de Provence, et l'autre moitié jaune, bah, c'est compatible avec ce qui est actuellement fait en Bordelais. Alors bien entendu, je ne vous dis pas que c'est ce qui va se produire, parce que bien il y a bien d'autres choses qui interviennent, le type de sol et puis aussi le terroir, la volonté de la profession, etc. Mais ça fait quand même des types de paysages qui sont en train de se modifier très rapidement, et en particulier dans la Creuse, c'est le département qui est le plus au nord, vous avez d'ores et déjà un certain nombre d'agriculteurs qui sont en train de se convertir à la viticulture. Pour l'instant, il y a quelques unités, mais c'est en train de prendre. Donc voilà ce qu'on peut apporter en termes d'indicateurs agroclimatiques. Donc les indicateurs agropédoclimatiques maintenant, donc diapo suivante. Donc là, j'ai choisi un département parce que, alors déjà, la différence donc, entre indicateurs agroclimatiques et agropédoclimatiques, pour faire très simple, donc c'est la gestion de l'eau dans le sol. Et sachant que comme nous, on n'avait pas la connaissance précise donc, des types de sols associés à chaque parcelle, ben, on a décidé, donc juste en bas, de faire les calculs pour un panel de types de sol partout. Donc, et ensuite, donc, ça ne peut pas donc être cartographié, mais c'est ponctuel en chaque point donc, du réseau. Donc ensuite, charge à ceux qui utilisent les données bah, de spécifier, de regarder donc, le résultat relatif à tel ou tel type de sol. Donc diapo suivante, comme ce sont des choses qui sont plus spécialisées, ça a été fait département par département. Donc là, il y en a 7. Originellement, il y avait 7 problématiques pour la Corrèze. On peut regarder simplement la première, qui est l'arrêt de pousse au démarrage de végétation. Donc autrefois, on était plutôt dans un cas où on avait de temps en temps des températures fortement négatives qui arrêtent la végétation. Mais désormais, de plus en plus, on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire avec un stress hydrique qui devient important au printemps. Alors peut-être pas en année médiane, mais sur les années décennales sèches, oui, ça commence à arriver. Donc c'était important de savoir comment ça évolue vers le futur. Diapo suivante, là on va regarder la dernière problématique. On peut aller assez loin avec ces indicateurs agropédoclimatiques parce qu'on a un résidu du bilan hydrique qui s'appelle l'évapotranspiration réelle. Et cette évapotranspiration réelle du végétal, moyennant un certain nombre de conditions, c'est proportionnel à la production. Donc on arrive à avoir une estimation, on va dire, de l'évolution de la production quantitative, en tout cas d'herbe dans ce cas-là. Ce que je vais vous représenter, ça ne fait pas partie de cette liste, puisqu'il y a eu donc une demande supplémentaire de la Corrèze, diapo suivante, relative à la problématique de l'eau, et en particulier la recharge hivernale, la constitution de réserves, de substitution, etc. Donc ce qu'ils nous ont demandé d'étudier, la Corrèze a demandé au CIDAM d'étudier, c'est le cumul de l'écoulement, c'est-à-dire du débordement de sol en période de recharge hivernale, sur les 3 types de sols qu'on avait, et puis sur les 3 stations, sur 3 stations de la Corrèze. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est la station de Brive en sol moyen et profond. Donc, diapo suivante. Voilà comment vont évoluer ou sont en train d'évoluer également les écoulements hivernaux sur la station de Brive. Sur votre gauche, vous avez donc le cas qui correspond à des sols moyennement profonds. Et sur votre droite, vous avez le cas correspondant à des sols profonds, qui n'est pas, on va dire, rare dans le bassin de Brive.
Donc on va regarder ce dernier cas parce que c'est le plus spectaculaire. D'abord avec les médianes, donc ça c'est retranscrit en millimètres puisque ça correspond donc à la différence grosso modo entre les précipitations et l'évaporation, même si c'est un peu plus complexe. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'entre 1980 et 2020, on a déjà divisé par 2 voire 2,5 cette quantité. On est passé de 330 à 140 mm. Et puis que d'ici à 2050, pardon, on sera à nouveau divisé par 2 puisqu'on va arriver aux alentours de 60 mm. Donc sur l'ensemble de la période de 70 ans, sachant qu'on en a déjà fait 40 ans, vous avez grosso modo la quantité d'eau qui déborde des sols qui est divisée par 6 dans ce cas-là. Et si on regarde maintenant l'année décennale défavorable, donc la courbe bleu foncé, ce qu'on peut voir, c'est que les écoulements seront nuls en année décennale défavorable à partir de 2040. Et si on regarde en 2050 et l'année quinquennale, c'est-à-dire le quintile inférieur, voilà, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir un écoulement nul en 2050, elle approchera les 1 sur 5. Donc on voit donc l'évolution très très rapide de ce genre de caractéristiques, on va dire, agro-climatiques. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation qui a été très instructive également et très concrète. Du coup, comme je ne vois pas forcément de questions et qu'on a pris un peu de retard, peut-être on peut enchaîner. Vous aurez toujours la possibilité de poser des questions en suivant, mais peut-être on peut enchaîner avec la présentation, une présentation un peu plus, on va dire, générale sur justement la présentation le futur appel à projet. Qu'est-ce qu'on attend de ces projets, comment est-ce qu'on peut commencer à préparer ces projets, etc. Donc, je crois que Sébastien, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. J'excuse Fabien Pichon là, qui a nous laisser malheureusement. L'idée là, c'est de donner quelques points de repère un petit peu là sur le lancement du programme et sur la typologie des appels à projets. Évidemment, je laisserai le secrétariat conjoint, notamment Isabelle Roger, compléter. Donc voilà, déjà un point de repère financier pour vous dire que l'enveloppe globale du programme elle est à 115 millions d'euros et on aura 50% de l'enveloppe qui sera consacrée à la priorité 1. Et sur le premier appel à projet, on aura à peu près une enveloppe de 22 millions d'euros sur la priorité 1 et on aura 8 millions d'euros, on va dire, sur la partie changement climatique. Voilà pour les données financières rapidement. Donc 3 typologies d'appel à projet. Je vais plutôt m'appesantir sur les projets classiques où on va garder un petit peu les mêmes caractéristiques que les projets du programme 2014-2020. Donc avec ce principe d'un appel à projet en 2 temps, en 2 phases. Donc avec une double sélection qui nous permet un petit peu de faire un tri assez rapidement en amont et vous permettre de mieux préciser vos projets sur la deuxième phase. Un délai d'exécution, donc comme ça a été évoqué par les projets précédents, de 36 mois, en espérant qu'il n'y ait pas de contretemps dans les années à venir. On mettra l'accent sur un partenariat qui représente la chaîne de valeur. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je pense que les textes des appels à projets seront un peu plus précis. Mais en fait, l'idée, c'est que les projets ils doivent impliquer tous les acteurs clés qui sont nécessaires pour avoir vraiment un impact sur le territoire ou sur le secteur concerné. Donc les partenariats, voilà, ça peut être les autorités publiques, les organismes scientifiques et technologiques, les organisations de la société civile, notamment le milieu associatif, et les PME. Après, il y aura un ajustement en fonction des priorités sur les compositions des membres de la chaîne de valeur. Et ça sera précisé dans les appels à projets, dans les textes des appels à projets. Bon, les limites financières, et les seuils de participation budgétaire, donc c'est des choses qui seront reprises. On n'a pas pour l'instant définitivement calé ces éléments-là, mais ça sera évidemment mis en avant.
Et évidemment, sur les projets, ben voilà, le lien avec les projets stratégiques et les projets de valorisation et de transfert, c'est ce que je vais évoquer après. Voilà, c'est comment les projets ils s'intègrent dans une dimension plus globale et plus territoriale au niveau du territoire sud-ouest. Donc voilà, ça c'est les projets classiques. Les nouveautés sur cette programmation 2021-2027, alors c'est des choses qui sont encore en étude. On vous en parle hein, parce que ça sera sans doute mis en avant dans la programmation 21-27. Des projets stratégiques, donc ce qu'on appelle les projets ISO, qui ont comme objectif ben voilà, d'identifier les bonnes pratiques, d'encourager le transfert des résultats et la capitalisation. Donc il y aura un montant qui sera alloué à ces projets-là. Donc il y aura qu'un appel à projet qui sera précédé sans doute d'un appel à manifestation d'intérêt. Ces projets vont s'étaler sur toute la période d'exécution du programme. Et donc l'idée, c'est aussi qu'il y ait un dialogue avec les projets classiques qui seront financés dans le cadre des appels à projets plus classiques. Dernière typologie d'appel à projets, les projets de valorisation et de transfert. Donc ça sera réservé aux projets qui auront répondu au premier appel à projet. Ça sera un peu une prolongation. Et l'idée, effectivement, c'est d'aller un peu plus loin dans ce qui aura été fait dans le projet classique et de voir comment ces projets ben voilà, peuvent derrière générer des actions de valorisation et de transfert des résultats obtenus. Donc, ça sera une prolongation, sans doute, du projet. Au bout des 36 mois d'exécution, il y aura une rallonge pour travailler sur ces éléments-là. Voilà. Au point de vue calendrier, mais là, Isabelle pourra aller un peu plus loin, sans doute, sur les grandes dates. On part sur 3 appels à projets sur toute la durée de programmation. Et sans doute un premier appel à projet qui sera lancé en début 2023. Isabelle, est-ce que tu veux compléter par rapport à ce que j'ai dit? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Sébastien. Donc effectivement, les appels à projets, donc dans le programme 14-20, nous avions publié en amont un calendrier sur toute la période de programmation. Nous allons faire également la même chose pour cet appel à projet. Donc, si je peux partager l'écran, voilà, je l'ai là. Donc, en fait, vous avez ici une diapo qui a été déjà présentée lors du séminaire de pré-lancement de Toulouse. Donc, vous voyez que nous avons déjà les grandes dates de l'appel à projet. Donc, voilà, cette diapo date du mois de juillet. Les choses ont un peu évolué. Nous avions prévu de lancer l'appel à projet ce mois-ci. Donc, on a 15 jours, 3 semaines de décalage. Donc, on n'a pas encore la date vu qu'on va la fixer normalement après-demain. Mais le premier appel à projet, la diffusion du texte de l'appel à projet devrait être faite courant novembre, c'est-à-dire d'ici un mois maximum. Et comme le disait Sébastien, l'appel à projet en tant que tel, c'est-à-dire le moment où vous allez pouvoir saisir votre candidature de projet dans l'application informatique issue d'OE, sera faite en 2023. Donc, bon, voilà, on n'a pas encore le calendrier précis. C'est pour ça que je ne veux pas donner des informations qui sont susceptibles d'évoluer encore dans les tout prochains jours. Mais sachez que nous allons publier ces informations-là très rapidement. Donc, le premier appel à projet avec un budget de 45% de l'enveloppe budgétaire est prévu. Donc, la diffusion dans les tout prochains jours. Il y aura un second appel à projet au mois d'octobre 2023. On voit un Gmail. Quelqu'un est en train de partager son écran peut-être, qui m'a repris l'écran. Hop, je reprends mon écran. Voilà. Et il y a ensuite le dernier appel à projet est prévu pour octobre 2024. Donc, vous voyez, chaque année, au mois d'octobre, nous avons prévu de faire des appels à projet. Vous avez ici un détail un peu sur les objectifs
spécifiques qui seraient ouverts à ces appels à projets. Donc, le premier appel à projet va concerner tous les objectifs spécifiques, donc bien évidemment ceux qui vous concernent aujourd'hui dans la priorité 1, concernant les questions environnementales, climatiques, etc. Il y aura également le projet, les priorités innovation qui seront ouvertes, et la priorité 3, tous les OS seront ouverts, sauf celui sur l'innovation sociale qui ne sera pas ouvert lors de ce premier appel à projet. Le second appel à projet de l'an prochain, d'octobre 2023, sera en revanche ouvert sur tous les objectifs spécifiques, ainsi que le troisième appel à projet. Donc l'idée de ce phasage-là est en fait, les appels à projet se déroulent durant l'hiver, hein, d'octobre, novembre jusqu'à décembre, janvier au plus tard, pour que les secondes phases puissent avoir lieu entre les mois d'avril et mai. Et ceci est une date qu'on va essayer de tenir chaque année, c'est-à-dire que vos projets devront démarrer au 1er octobre, l'année suivante, le lancement de l'appel à projet. Donc, notre objectif, c'est que, donc là, on va voir, les dates sont encore à lisser pour ce premier appel à projet. L'idéal serait que vos projets puissent être programmés à fin d'année 2023 et que vous puissiez commencer au plus tard, au 1er janvier 2024. Ensuite, les autres appels à projets permettront au projet de commencer au mois d'octobre 2024 et au mois d'octobre 2025, avec une durée d'exécution de 3 ans. Donc, bon, ça, je passe. Donc, sachez que ces informations-là sont disponibles sur le site Internet. Donc, vous avez ici le site Internet du programme Sudoé. Vous allez ici dans la rubrique Sudoé 21-27, séminaire de pré-lancement. Et vous avez ici les présentations que nous avions faites lors du séminaire de Toulouse, où on vous a déjà présenté toutes ces informations-là. Donc, sachez qu'on est en train d'actualiser d'une part le site Internet. Donc, c'est pour ça que si vous vous connectez ces jours-ci, il se peut qu'il y ait des rubriques qui évoluent. Vous voyez ici, trouver des partenaires. On est en train de publier un outil qu'on met à disposition des bénéficiaires potentiels pour pouvoir trouver soit des idées de projets que des entités françaises, espagnoles ou portugaises puissent poster, et que si vous êtes intéressé à intégrer un partenariat, contactez directement le chef de file, ou sinon que vous puissiez proposer, vous, votre expertise pour pouvoir qu'un partenaire de l'Espagne ou du Portugal puisse vous contacter pour que vous puissiez intégrer ce partenariat-là. Donc là aussi, on est en train de faire certains ajustements et donc les informations seront disponibles. Je pense la semaine prochaine, vous recevrez, si vous êtes inscrit sur notre newsletter, donc si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire. Vous avez sur la page de démarrage du site Internet une rubrique newsletter où vous entrez ici vos coordonnées et où nous enverrons toute l'information dès qu'elle sera actualisée. Donc cette newsletter va concerner à la fois l'ouverture de l'outil recherche de partenaires. Elle va également vous donner normalement le calendrier du premier appel à projet et également la date du séminaire de lancement qui sera... je pense, je m'avance, mais a priori, ça va être ceci. La seconde quinzaine de janvier 2023 à Santander. Voilà, donc ce séminaire-là sera fait normalement la seconde quinzaine de janvier. On va vous préciser ces dates-là dans les tout prochains jours, vu qu'on a des réunions du groupe de travail encore programmées d'ici la fin du mois d'octobre, mais selon notre calendrier de travail, ces informations devront être arrêtées définitivement dans les tout prochains jours. Donc ce que nous vous conseillons, c'est de prendre connaissance pour bien commencer à travailler votre idée de projet du programme de coopération. Voilà, ce programme de coopération est également disponible ici. Vous l'avez en espagnol, français, portugais. Vous pouvez le télécharger sans aucun problème ici. Et donc, vous verrez que dans le programme de coopération, dans les chapitres présentant les rubriques, chacun des objectifs spécifiques, vous avez à la fois le type de projet attendu et également tous les acteurs de la chaîne de valeur qui devront composer le partenariat du projet.
Donc, si vous voulez déjà bien commencer à travailler votre idée de projet, ben, il faut que vous voyez si effectivement votre projet rentre dans les principes qui sont évoqués dans cette description et commencer à travailler sur ces points-là. Donc, sachez qu'avant le séminaire de Santander, nous allons organiser aussi, depuis le secrétariat conjoint, et ce pour tous les acteurs de la zone de coopération, des webinaires thématiques à la fois sur comment monter un projet, comment construire mon partenariat, comment préparer mon plan financier. Il y aura également des séminaires sur l'outil informatique qui va être développé. Donc, le séminaire de Santander sera un moment aussi pour, avant que l'appel à projet ne se termine, répondre à vos derniers doutes, aux dernières questions concernant le montage de votre projet. Et voilà, nous sommes à votre disposition pour répondre et pour vous apporter toutes nos aides et soutiens pour le montage de ces candidatures de projet. Mais sachez que donc il va y avoir un calendrier aussi d'activités qui va être diffusé. Donc on vous demande encore avoir quelques jours, quelques semaines de patience pour pouvoir justement rentrer dans le vif du sujet et nous contacter pour qu'on puisse vous aider sur toutes ces questions-là. Je repasse la parole à l'autorité nationale française. Oui, merci beaucoup Isabelle pour ces précisions très, très complètes. Donc n'hésitez pas également à contacter l'autorité nationale en direct, les collègues sur les régions, au niveau Emmanuela pour l'Occitanie, Sylvain pour le Haut-Rhin ou Emmanuel pour Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on peut avoir aussi des temps d'échange un peu informels pour envisager avec vous la possibilité de déposer un projet et éventuellement vous orienter. Bien évidemment, il y a beaucoup d'informations qui sont déjà disponibles, notamment sur le site internet. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous voulez échanger sur un projet. Est-ce qu'on a un petit temps de questions-réponses, peut-être? Oui, bah, pas pour s'il y a des l'instant, questions, je pense qu'on a Emmanuela. on a répondu à toutes les questions, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. Enfin, peut-être qu'on peut les prendre à la main levée, hein, pardon. Ouais. Peut-être s'il n'y a pas de questions, profitez aussi pour présenter le reste de l'équipe du secrétariat conjoint qui est là et qui suit les projets, s'il n'y a pas de questions, en attendant. Ils peuvent allumer leur caméra pour qu'on les voit. Les hommes de l'ombre. Ah bon. Donc, présentez-vous. Vas-y, Christophe. Christophe, Ils t'as le ont- micro. Bonjour, je suis Christophe Casal et je suis responsable de projet au secrétariat conjoint Sud-Ouest. Et donc effectivement, si vous avez des informations à demander, des questions ou autres, n'hésitez pas à rentrer en contact. Alexandra Lopez, c'est responsable de projet ici au secrétariat. Et de même, si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à nous contacter. Alexandre est là aussi. Alors, Alexandre, il arrive. Oui, bonjour. Donc, Alexandre Legal, responsable de projet également. Moi, j'ai été sur le programme 2014-2020. C'est sur ce programme que j'ai commencé au Sud-Ouest. Et donc là, je viens de rentrer dans l'équipe qui s'occupe du programme 2021-2027. Et donc, je continuerai avec mes collègues Christophe et Alexandra. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. De manière générale, est-il recommandé d'avoir forcément un partenaire portugais pour avoir un équilibre territorial? Bon, là, si vous voulez, en fait, effectivement, dans le programme 14-20, c'était un critère d'éligibilité. Il fallait qu'il y ait des partenaires des 3 États membres du Sud-Ouest, Espagne, France, Portugal.
Donc ces questions-là sont encore en cours de discussion, mais il est bien parti pour que ces critères d'éligibilité perdurent. Sachez également, pour que vous ayez une idée générale pour construire vos projets, nous avons repris en très très grande partie tous les éléments, tous les critères, toutes les spécificités du programme 14-20 sur le programme 21-27. Donc, comme le présentait tout à l'heure Sébastien, les questions financières avec les limites budgétaires, les seuils, etc., sont pratiquement les mêmes pour le programme 21-27. Donc, si vous êtes déjà habitué à travailler sur le programme Sudway 14-20, vous pouvez commencer à partir sur ces mêmes critères-là parce que ce sont les mêmes qui vont perdurer. Il en est de même pour les critères d'admissibilité, d'éligibilité, où et en fait, ce qui a fonctionné sur le 14-20 est repris sur le 21-27. Ce que l'on essaye en revanche de faire sur le 21-27, c'est encore d'introduire une dose assez importante quel est le terme? Il est tellement utilisé de simplification. Vous aurez pas mal de simplifications concernant, justement, ça a été évoqué par la chef de file du projet Formant Risque sur les questions administratives et financières. Donc là, il va avoir pas mal de simplifications, notamment avec l'application des coûts simplifiés sur les dépenses de déplacement, c'est-à-dire que vous aurez automatiquement 15% de dépenses liées aux déplacements qui seront calculés sur les dépenses de ressources humaines. Donc, vous n'aurez plus de justificatif de déplacement à présenter. Donc, ça, c'est quand même une amélioration significative. Donc, il y aura pas mal de points aussi sur ces questions-là qui seront apportés. Et ensuite, sur des questions de mise en œuvre aussi, on va essayer d'alléger les processus pour que vous puissiez vous concentrer à la fois vous, mais aussi nous, hein, parce que nous, l'accompagnement qu'on fait, malheureusement, il est plus souvent administratif et financier que technique, mais on va essayer aussi de vous accompagner, étant donné qu'on essaye surtout d'avoir des projets qui, vous avez vu les 3 types d'appels à projets qui vont être menés à bien, d'avoir des projets avec un impact sur le terrain beaucoup plus significatif. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va essayer de travailler en ce sens-là. Merci. Pensez également qu'il y a des bénéficiaires andorrans. Hein, bon, voilà, sur cette période de programmation, Gibraltar, malheureusement, ne fait plus partie de l'UE. Mais sachez qu'il y a également Andorre qui est territoire éligible. Donc, pensez également sur ces questions environnementales-là. C'est très intéressant aussi. Hein, ils sont sur pas mal de projets, justement, dans l'axe 2 actuel, qui était sur les questions environnementales. Donc, pensez aussi à vous tourner vers le gouvernement andorran pour savoir s'ils sont intéressés pour participer à des projets que vous pourriez mener à bien. C'est un territoire qui fait partie de l'espace sud-ouest et c'est très intéressant aussi de les avoir sur vos projets. Ok, merci beaucoup.